Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est vraiment génial de voir autant de monde à un meet-up Pebble en France, alors que Pebble est officiellement distribué en France depuis seulement 4 ou 5 semaines, je crois. Parce que pour l'instant, c'est Bouygues qui distribue Pebble en France. Donc le but de la soirée, c'est d'abord de vous parler des applications Pebble, d'expliquer comment on fait des applications pour Pebble, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que développeur avec une Pebble, et puis aussi de laisser un peu la place à des développeurs français qui ont déjà une Pebble, soit parce qu'ils ont supporté Pebble sur Kickstarter en 2012 quand on a lancé le projet, soit parce qu'ils ont acheté une Pebble depuis sur le site internet et qu'ils ont développé des applications. Donc on aura 3 présentations de développeurs après cette présentation, et ça devrait vous donner aussi une idée de qu'est-ce qui est possible de faire avec Pebble. Quand on aura fini, on passera dans la salle à côté et on a des galettes et du cidre. Et comme ça, on pourra fêter l'épiphanie, puisque c'est le 6 janvier, et continuer à discuter ensemble. Et si vous avez des questions, bien sûr, je serai absolument ravi de répondre à toutes vos questions. Alors, mon nom, c'est Thomas Sarlandi, Sarfata sur Twitter. Et donc, je travaille depuis... je suis français, vous avez remarqué. D'habitude, je fais la blague en anglais. Vous voyez dans mon accent que je suis français, mais avec vous, ça marche aussi. Avant de travailler chez Pebble, j'étais développeur d'applications mobiles en France. Et maintenant, je travaille chez Pebble depuis 2013, donc depuis 1 an et demi, aux relations développeurs. Donc, mon job, c'est de parler aux développeurs comme vous ce soir pour expliquer ce que c'est Pebble, comment ça marche. Et puis aussi de définir le SDK, comment il faut le faire évoluer, quelles sont les fonctionnalités que les développeurs veulent et quels outils on met à leur disposition. Donc si vous avez des suggestions ou des remarques sur tous les outils Pebble, je suis extrêmement preneur aussi. Alors qu'est-ce que c'est Pebble et qu'est-ce que c'est une application Pebble? Alors, si vous n'avez jamais vu une Pebble, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est la Pebble classique. C'est la première montre qu'on a vendue donc à l'époque sur Kickstarter. Et elle a 4 boutons. Alors, l'écran n'est pas tactile. C'est une question qu'on me pose souvent. Ce n'est pas la peine d'essayer de scroller dessus. Mais elle a 4 boutons. Elle a un écran noir et blanc qui est extrêmement lisible en plein soleil. Et ça, c'est un des gros avantages de Pebble. C'est que vous pouvez la mettre, plus il y a de lumière, plus vous pourrez lire bien ce qu'il y a sur l'écran. Et c'est un écran qui fait 144 par 168 pixels. Et bien sûr, pour les développeurs, connaître la résolution de l'écran, c'est plutôt important. Pebble a un accéléromètre. On verra qu'il y a beaucoup d'applications qui existent qui tirent parti de l'accéléromètre, simplement pour s'adapter à l'orientation de l'utilisateur en mesurant la gravité, ou bien pour mesurer l'activité de l'utilisateur, compter les pas, ce genre de choses. Elle a un compas qui va nous permettre de savoir dans quelle direction l'utilisateur pointe. Ça aussi, c'est très utile. Et puis, elle a un moteur qui permet de vibrer et donc d'alerter l'utilisateur discrètement qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut regarder sa Pebble, se pencher dessus. Pebble, elle a aussi un rétroéclairage et une batterie qui dure 7 jours en conditions normales d'utilisation. Bon, en pratique, nous aujourd'hui, on dit officiellement entre 5 et 6. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a lancé Pebble il y a 1 an et demi, en moyenne, la durée de vie des batteries augmente en fait, parce qu'on a réussi à optimiser le système d'exploitation, à réduire la consommation du système. Donc on a de plus en plus de batteries. Mais enfin, en tout cas, plusieurs jours. Donc comparé à d'autres montres sur lesquelles on est plutôt sur 8 ou 12 heures, c'est aussi un des points forts qui différencie Pebble. Alors, si vous connaissez un peu la famille Pebble, vous connaissez aussi Pebble Steel. Pebble Steel, c'est la 2e montre qui a été lancée il y a 1 an au CES en 2014 et qui a exactement la même électronique, le même hardware que Pebble, mais qui se différencie par l'emballage. Donc, j'en ai une ici, si ça vous intéresse, je pourrais vous la montrer. Pebble Steel, elle est donc faite en acier, comme le nom l'indique. Mais pour vous, développeurs, il n'y a aucune différence entre Pebble et Pebble Steel. Donc en termes de développement, tout ce que vous développerez pour l'une marchera très bien sur l'autre aussi. Alors Pebble, bien sûr, a son App Store, comme beaucoup de plateformes aujourd'hui. Et donc, si vous installez votre Pebble, si vous venez d'acheter une Pebble, la première chose que vous allez faire, c'est appuyer sur les boutons pour l'allumer. Vous appuyez sur un bouton pendant 2 secondes, elle va s'allumer. Ensuite, vous allez prendre votre téléphone, vous allez installer l'application Pebble, vous allez pairer votre Pebble à votre téléphone, via Bluetooth bien sûr. Et ensuite, vous allez pouvoir télécharger des applications.
Et donc les applications, aujourd'hui, elles se découpent en deux grandes catégories. Vous avez les watch face, donc c'est des cadrans de montre, c'est une manière de regarder l'heure. Et les apps, donc c'est des applications avec lesquelles vous allez interagir, qui vont vous rendre un service, comme par exemple vous permettre de commander un Uber ou changer la température de votre thermostat. Donc on va voir quelques exemples. Alors des exemples d'applications, donc c'est quelques watch face ici. Donc les watch face, la règle c'est on veut afficher l'heure et donc différentes manières d'afficher l'heure. Et là les développeurs ont été extrêmement créatifs. Depuis que Pebble a été lancé, les watch face c'est vraiment le segment sur lequel les développeurs se sont le plus déchaînés et ont montré le plus de créativité. Donc ici vous avez Mario qui toutes les minutes, Mario saute, tape la tête dans la petit carré au-dessus et puis l'heure change. Ici, vous avez Y-Weather qui est aujourd'hui encore, je crois, l'application la plus téléchargée sur Pebble. C'était une des premières à faire la météo sur la montre. Et avoir la météo en permanence sur sa montre, c'est extrêmement pratique. Donc là, on voit 22h56, la date, ici en espagnol, et puis les conditions météo et la température. Et bien sûr, cette information, la montre la devine pas avec une caméra pour regarder l'état du ciel, mais elle se connecte à Internet et elle utilise un GPS pour savoir quelles sont les conditions actuelles à l'endroit où je me trouve. Et puis ici, vous avez Révolution, qui est faite par un développeur qui s'appelle Doui, qui est un développeur français. Je ne crois pas qu'il ait pu venir aujourd'hui, mais qui est un exemple très intéressant parce qu'elle reprend le panneau de la Freebox. Donc, ça devrait rappeler des choses à beaucoup d'entre vous. Et celle-là, elle affiche simplement l'heure, mais je ne lui rends pas très bien hommage ici parce que l'intérêt de cette watch face, c'est surtout dans les animations, quand on passe d'une minute à l'autre, où le développeur s'était donné beaucoup de mal. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été faites. Il y a aussi des montres type analogique. Donc celle-là, c'est Modern, qui est le cadran analogique le plus téléchargé, je crois. Où celle-ci, elle est configurable. Donc vous pouvez, sur votre application mobile dans Pebble, choisir si vous voulez avoir le fond en blanc ou le fond en noir, et choisir si vous voulez la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Je crois que vous pouvez aussi choisir de ne pas afficher la température comme ici, si vous voulez alléger le rendu à l'écran. Voilà, donc ça, c'est un exemple, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire en termes de watch face, donc qui a été traduit en français cadran. Et puis ensuite, vous avez des applications qui, elles, vont donc rendre un service à l'utilisateur, dans lesquelles je vais aller via le menu chercher les applications et utiliser les boutons. Donc là, on a Leaf, qui est une application qui permet de contrôler son thermostat Nest. Donc si vous avez un Nest à la maison, Leaf, c'est très très pratique. Je pourrais vous faire la démo. Ça permet de changer la température. Je suis dans mon canapé, j'ai un peu froid en regardant mes séries. J'ouvre ma Pebble, je fais clic-clic et hop, je monte la température de 2 degrés. Le chauffage se met en marche. C'est juste merveilleux. Il faut le vivre. Il faut l'avoir vécu au moins une fois. Donc Leaf, une application très sympa. Up de Jawbone. Donc Jawbone, vous connaissez, c'est un capteur d'activité. L'application Up, elle permet très simplement, une fois qu'on l'a installée sur la montre, elle tourne en permanence et elle va tourner même quand elle n'est pas au premier plan, donc elle va tourner en arrière-plan, même quand vous êtes en train de faire autre chose avec Pebble. Et elle va compter le nombre de pas que vous avez fait chaque jour, vous faire ce petit résumé de la semaine et aussi se synchroniser avec le service Up de Jawbone pour que dans l'application mobile, vous puissiez voir à quelle heure vous êtes le plus actif, à quelle heure vous êtes le moins actif, garder vos statistiques, les partager sur Internet, etc. Alors, celle-ci ne fait pas le tracking du sommeil, le suivi du sommeil pour l'instant. Il y a une autre application qui est Misfit, qui fait le suivi du sommeil et les nombres de pas dans la journée, mais qui ne va pas vous réveiller dans les creux. Si vous voulez être réveillé dans les creux, il y en a deux qui sont très bien. Il y en a une qui s'appelle Morpheus qui fait ça. Il y en a une autre qui s'appelle Sleep as Android, qui est une application Android qui fait ça aussi. Voilà. Un autre exemple d'application qui est quelque chose que je voyais énormément dans les hackathons quand j'ai commencé à travailler pour Pebble, même si ça a été fait très très tôt par les développeurs. Donc j'en parle comme ça, vous savez que ça existe déjà. Navme, c'est une application de navigation sur Pebble. Donc ça, c'est très très utile. Celle-là, elle fonctionne qu'avec les téléphones Android, mais il y en a d'autres qui fonctionnent avec les téléphones iOS. Et avec celle-là, dès que vous lancez une recherche dans Google Maps, automatiquement,
Sur l'écran, vous allez avoir la prochaine étape de votre trajet qui s'affiche. Et à chaque fois que vous atteignez une étape, vous avez une petite vibration sur le poignet et l'étape d'après qui s'affiche sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment très très pratique si vous êtes à pied ou en vélo pour suivre des directions sans avoir le téléphone en permanence dans la main. Et bien sûr, on peut faire aussi des jeux sur Pebble. Il y a plusieurs jeux, les deux les plus connus ou les plus réussis à ce jour que je vous conseille de tester. C'est Tiny Bird, qui est un clone de Flappy Bird, qui avait été lancé à l'époque où Flappy Bird venait d'être bloqué ou retiré du store. Donc a eu beaucoup de succès et très très difficile, au moins aussi difficile que sur iPhone. Donc si vous arrivez au niveau 6, là vous êtes déjà extrêmement doué. Et Pixel Miner, qui est dans un style complètement différent. Pixel Miner, il tourne en permanence et vous avez différents bonhommes. Donc je crois qu'on commence avec des petits gobelins qui creusent, et puis ils creusent pas très vite. Puis au fur et à mesure, vous avez de l'équipement plus sophistiqué. Là, je suis passé à la pelleteuse. Et plus vous avez un équipement sophistiqué, plus vous creusez les pixels vite. Et plus vous creusez les pixels vite, plus vous gagnez d'argent pour changer d'équipement. C'est bête, mais très addictif. Voilà. Quelques exemples d'applications qui existent aujourd'hui sur Pebble et qui ont été faites par des développeurs avec le SDK dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quand on est développeur, on s'intéresse un petit peu au hardware, donc je vais commencer par là. Le hardware de Pebble, c'est ça. L'intérieur d'une Pebble, c'est d'abord une grosse batterie qui représente la plus grosse partie de l'intérieur de Pebble. Il faut savoir que quand on design ce type d'objet, il y a un compromis très fort à faire entre les fonctionnalités qu'on va proposer. Est-ce que je mets plus de capteurs? Est-ce que je mets plus de choses dans la montre? Et la taille de la batterie. Et donc, dans Pebble, vous voyez que la batterie représente vraiment une part importante du volume. Et dans Pebble, donc vous avez un microcontrôleur ARM qui est basé sur un Cortex M3 pour ceux qui s'intéressent à la programmation embarquée. Vous avez une flash qui fait 4 mégas, 8 mégas sur les montres plus récentes maintenant, mais ça ne change pas grand-chose. Mais surtout, vous avez 128 kilooctets de RAM. Et donc, la RAM, c'est une ressource rare sur Pebble, vous vous en rendrez compte. Et puis bien sûr, vous avez une radio Bluetooth qui permet de rester en contact avec le téléphone, et une radio Bluetooth, pour ceux que ça intéresse, qui fait Bluetooth 2, donc Bluetooth classique, et Bluetooth 4, donc Bluetooth Low Energy. En termes de capteurs, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'accéléromètre, vous avez le compas, le magnétomètre qui ressent le champ magnétique et qui nous permet d'en déduire un compas. Un capteur de lumière ambiante qui n'est pas exposé aux développeurs, mais qui permet d'éviter d'allumer le rétroéclairage si on est déjà en plein jour. Et puis la batterie. Voilà. Donc quand on développe pour Pebble, on a cette petite plateforme sur laquelle on a ces quelques capteurs, accéléromètre, boutons, compas, et puis le framework App Message qui va permettre d'envoyer des messages. Et tout ça, en fait, c'est basé sur un SDK en C. Donc je pense qu'à 42, le C, ça va. Donc vous allez voir que vous allez beaucoup vous amuser. Moi, ça m'a rappelé ma piscine aussi. Et donc le SDK Pebble, il est basé sur GCC. Au cœur, c'est GCC. Il y a quelques scripts Python autour qui permettent de traiter les ressources, les packager, faire le fichier d'application. Mais tout ça, le cœur, c'est GCC. Et là, vous allez compiler des binaires, et ces binaires, ils vont être transférés sur Pebble, et ils vont vraiment s'exécuter sur le hardware Pebble dans la mémoire de la montre. Donc là, vous avez vraiment accès au périphérique de la montre via un ensemble d'API C qu'on met à votre disposition. Vous avez des questions? Non? Okay. Si vous avez des questions, allez-y. Ouais. Alors c'est une excellente question. Jusqu'à présent, il y a très peu de temps, il n'y avait pas d'émulateur pour Pebble. On a annoncé en décembre qu'on avait développé un émulateur. On a lancé une preview qui est disponible. Si vous allez regarder sur notre blog, vous allez le trouver. Mais pour l'instant, l'émulateur qu'on a mis à disposition ne vous permet pas de charger vos propres applications. Il fait tourner que des applications faites par des développeurs qu'on a pris sur le store mais qu'on a testé nous. On va lancer l'émulateur qui sera accessible pour tout le monde courant janvier là normalement. Ouais.
Il y a un Pebble Simulator, c'est vrai. C'est un simulateur qui a été fait par quelqu'un de la communauté et il n'est pas parfait, loin de là. Donc ça peut être intéressant si vous commencez, que vous voulez juste jouer un peu, voir ce que ça donne, mais ce n'est pas du tout une garantie que ça marchera en passant sur Pebble. Alors que l'émulateur, il émule vraiment tout le hardware, l'OS et votre application. Donc là, si ça marche dans l'émulateur, vous avez de bonnes chances que ça marche en vrai. Donc quand on a développé son application Pebble, là, on est un petit peu, entre guillemets, coincé à l'intérieur de Pebble. Donc il y a des applications pour lesquelles ça va très bien, mais il y a beaucoup de cas où vous allez avoir envie de sortir un peu du cadre de Pebble. On parle beaucoup de l'Internet of Things, et là, il n'y a pas trop d'Internet là-dedans. Donc pour résoudre ça, en fait, on a rajouté un autre framework qui s'appelle PebbleKit JavaScript, et qui va vous permettre d'inclure dans votre application un fichier JavaScript qui tourne à l'intérieur de l'application Pebble sur iOS et sur Android. Donc votre application, quand elle est démarrée sur la Pebble, va automatiquement démarrer un fichier JavaScript à l'intérieur du téléphone. Et via ce fichier JavaScript, vous allez avoir accès au GPS du téléphone, vous allez avoir accès à Internet via des requêtes Ajax en utilisant XML et HTTP Request. Vous allez pouvoir utiliser le storage local sur le téléphone avec aussi les API HTML5. Et vous allez aussi pouvoir afficher une interface web, afficher une page web sur le téléphone pour demander à l'utilisateur de configurer votre application. Donc, si vous avez besoin, par exemple, dans le cas de Nest, de rentrer un login et un mot de passe sur le service Nest et de faire une authentification avec un service tiers, vous pouvez faire ça sur le téléphone plutôt que demander à l'utilisateur de taper un mot de passe sur la montre, ce qui n'est pas très pratique. Et ensuite, sauvegarder l'information. Et la communication entre votre application Pebble et le JavaScript se fera via AppMessage, qui est une petite API qui permet d'envoyer et de recevoir des petits messages simples entre les deux. Donc si par exemple vous avez besoin de récupérer toute une page web, de parser la page web, d'extraire 3 informations qui vous intéressent, vous allez faire ça en JavaScript sur le téléphone, vous avez plein de ressources, et ensuite vous allez renvoyer juste l'information nécessaire vers la montre où le C va se charger d'afficher l'information. Et puis, il y a ceux d'entre vous qui ont déjà des applications mobiles. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui ont développé des applications iOS ou des applications Android et qui voudraient en fait tirer parti de Pebble un petit peu comme une télécommande pour leur application. Et dans ce cas-là, en fait, on a des frameworks qui s'appellent PebbleKit pour iOS et PebbleKit pour Android qui vont vous permettre, depuis votre application iOS ou Android, d'échanger des messages avec Pebble. Et donc, vous allez envoyer les mêmes messages que vous auriez envoyés vers le JavaScript, sauf qu'au lieu de les gérer en JavaScript côté téléphone, vous allez les gérer dans votre application mobile. Et donc là, vous avez accès à tout ce que vous faites déjà dans votre application mobile, les préférences de l'utilisateur, énormément de stockage, énormément de puissance de calcul, l'appareil photo, la vidéo, etc. Donc là, vous pouvez faire plein de choses en plus. Donc voilà un petit peu les possibilités qui sont offertes par Pebble en termes de SDK. Et puis il y a une solution supplémentaire que j'aime bien citer parce que c'est un super moyen de démarrer. Et je vais vous laisser en suspense pendant une demi-seconde pour prendre la question là-bas. C'est pas possible de se passer du téléphone pour pouvoir communiquer avec un PC directement? Alors c'est une très bonne question. C'est possible, mais ça relève du hack. Donc ça veut dire qu'en fait tu perds toi-même ta montre avec ton ordinateur et ensuite il faut que tu parles le protocole Pebble directement avec la montre. Donc c'est possible parce qu'en fait tous les outils qu'on utilise, beaucoup sont écrits en Python, donc en fait tu peux regarder comment c'est fait et t'en inspirer pour refaire la même chose. On avait jusqu'à il y a 8 mois une version officielle de ça et on a arrêté de la maintenir et on l'a mise dans un coin parce qu'en fait c'est très compliqué sur Linux, sur macOS et je ne parle même pas de Windows, d'ouvrir un port série Bluetooth de manière fiable qui marche sur toutes les machines. Ça marche beaucoup mieux en passant par le téléphone. C'est encore disponible ou pas? Oui, c'est encore disponible. Je pourrais te donner plus d'informations après si tu veux. Le support de Windows Phone est prévu ou... Alors aujourd'hui, très bonne question aussi, merci. Aujourd'hui, Pebble supporte iOS et Android officiellement. Il y a des implémentations non officielles de l'application mobile pour Windows Phone et pour BlackBerry. Donc moi, j'aide les développeurs de ces applications. Mais aujourd'hui, en termes de qualité et de fonctionnalité, vous n'allez pas retrouver tout ce que vous trouvez sur le store Pebble. Est-ce qu'il y a aussi un environnement de développement pardon. Un environnement de développement qui est prévu Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un environnement de développement qui est prévu pour Windows? Donc je vais vous montrer les environnements de développement tout de suite et vous allez voir que ça marche pour tout le monde.
Donc la solution de développement supplémentaire, si vous ne voulez pas toucher au SDK en C parce que vous êtes allergique au C et que vous avez décidé que le C, ce n'était pas pour vous, c'est un framework qui s'appelle Pebble.js. Et donc là, en fait, l'idée, c'est qu'au lieu d'écrire un bout de votre application en JavaScript et un bout de votre application en C, Pebble.js, vous allez écrire toute votre application en JavaScript. Et votre application, elle va s'exécuter sur le téléphone dans l'environnement JavaScript Pebble standard. Et elle va télécommander la Pebble pour dire à la Pebble qu'est-ce qu'il faut afficher à l'écran. Et la Pebble va envoyer des événements en disant l'utilisateur a appuyé sur tel bouton, l'utilisateur a agité son bras dans tel sens. Et donc, vous pouvez écrire des applications complètement en JavaScript sans faire de C sur Pebble. Donc c'est un sujet que je ne vais pas trop couvrir aujourd'hui dans cette présentation parce que malheureusement, je ne peux pas parler de tout à chaque fois. Mais si ça vous intéresse, on a des vidéos sur Internet, des tutoriaux sur notre site web. Et c'est un moyen très très simple de faire des petites applications qui se connectent à un service web, qui téléchargent des informations et qui les affichent sur l'écran de votre Pebble. Donc si vous voulez simplement afficher vos cours de bourse ou la charge CPU de votre machine, c'est faisable en 15 minutes montrant. Voilà. Et je l'ai fait plusieurs fois en public, donc je pourrais vous envoyer des liens. C'est retraduit en C ou c'est... Non, c'est pas retraduit en C. Donc le code JavaScript, il est vraiment exécuté dans le téléphone. Et ensuite, en fait, il envoie des messages au code en C. Donc il y a quand même un programme en C, mais qui est déjà fait, que vous n'avez pas besoin de faire, qui reçoit les commandes et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Ça c'est fait, juste le rajout. C'est fait sur le téléphone. Voilà. Et donc, Pebble.js, c'est un projet de la communauté Pebble. La communauté Pebble, elle est très active. Il y a énormément de librairies, de projets, d'outils qui ont été faits par la communauté. Donc, si ça vous intéresse de regarder comment c'est fait, le code source est dispo aussi. Alors, maintenant que j'ai expliqué un petit peu quelles étaient les solutions disponibles, on va faire un petit quiz. Donc, à votre avis, TinyBird, ça utilise quelles technologies dans celles que j'ai présentées tout à l'heure? J'entends des réponses. Pebble.js. Pourquoi tu penses que ça utilise Pebble.js? Okay. Est-ce que tout le monde pense que ça utilise Pebble.js? Non. Pourquoi c'est du C brut? Performance, calcul, ouais. Pour faire des animations rapides comme ça sur l'écran, parce que c'est quand même un jeu assez rapide, assez fluide, TinyBird, c'est écrit complètement en C. Et comme il n'y a pas de communication avec Internet, il n'y a pas de JavaScript, c'est que du C. Maintenant, si on prend Leaf, l'application qui permet de contrôler son thermostat Nest à distance, à votre avis, elle est écrite comment? Pebble.js, pourquoi? Pour dialoguer avec le serveur, oui. Alors, Pebble.js, c'est quand tu fais toute ton application en JavaScript. Donc là, en fait, celle-là, comme il y a quand même une interface un peu sympa, il y a des petites animations sur la montre, etc. La partie montre, l'interface ici, elle est codée en C. Et la communication avec le serveur, elle est faite en JavaScript. Et maintenant, si on prend Navme, qui est l'application qui va permettre sur les téléphones Android de suivre les instructions. Pebble.js. Natif mobile, ouais. Il y avait un piège, il n'y avait pas d'exemple Pebble.js. Donc ça, c'est un exemple d'application qui est fortement native mobile, parce que là, il y a un gros travail qui a été fait côté Android par le développeur, parce que le développeur récupère en fait les informations de navigation depuis Google Maps directement. Hein. Et donc, sur le téléphone, il a un service Android qui tourne, qui écoute le service Google Maps. Quand le service Google Maps démarre, il démarre son application automatiquement sur la Pebble et il commence à afficher les informations. Donc ça, en fait, la partie Pebble, elle est écrite en C. Et la partie sur le téléphone, c'est une application Android qui utilise la librairie PebbleKit Android. Voilà. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. De toute façon, je suis à votre disposition pour écouter votre projet et vous recommander la technologie la plus adaptée. Voilà. Donc c'est SDK-C, SDK plus JavaScript pour Leaf, et puis code natif. Donc, je ne voudrais pas que vous partiez d'ici sans avoir vu comment on fait une application Pebble. Donc, je voudrais vous montrer comment on fait sa première application Pebble en 3 minutes en utilisant le SDK en C. Donc, pour ça, il va falloir que je retrouve mon téléphone. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire pour développer sur Pebble,
Alors, hop. Alors vous remarquez que je n'ai pas besoin de taper mon mot de passe sur mon téléphone Android. Ça, c'est parce qu'avec Android Lollipop, vous pouvez dire que si vous êtes connecté à un périphérique Bluetooth que vous connaissez, vous n'avez pas besoin de taper votre mot de passe. C'est extrêmement pratique. Sauf que là, en fait, vous ne voyez pas mon écran et donc vous ne savez pas de quoi je parle. Voilà. C'est mieux comme ça ? Donc là, vous avez l'application Pebble. Et donc, si je clique sur l'application Pebble, elle démarre. Et là, en fait, au départ, vous avez un écran My Pebble dans lequel vous voyez quelles sont les applications qui sont installées. Donc, vous voyez qu'en fait, je peux avoir que 8 apps chargées sur ma Pebble à un moment donné. En bas, j'ai ma sélection d'apps que je suis allé chercher sur le store. Et si je vais sur Get Apps, ici, j'accède à l'App Store. Et je vais pouvoir aller télécharger les applications dans différentes catégories. Donc, quand on commence à développer sur Pebble, la première chose à faire, et c'est pareil que vous soyez sur Android ou sur iOS, je vous recommande de le faire tout de suite, c'est d'aller dans Settings, vous allez descendre en bas et vous avez un menu qui s'appelle Developer Connection. Et donc là, il faut cocher la case pour qu'elle soit visible. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous devenez un développeur Pebble, vous avez des super pouvoirs. Et ici, vous pouvez cliquer dans le menu Développeur. Et ici, vous voyez qu'en fait, votre téléphone va devenir un serveur qui va être utilisé quand vous développez des applications pour les déployer sur votre montre. Parce que bien sûr, l'application, il faut qu'elle passe à un moment de votre PC à la montre. Et pour faire ça, on utilise l'application Pebble. Donc une fois que vous avez fait ça et que c'est allumé, votre téléphone est prêt à servir de serveur et à envoyer vos applications sur Pebble. Et donc maintenant, je vais aller sur notre SDK. Et en fait, notre SDK, vous n'avez pas besoin de l'installer sur votre ordinateur. Et en particulier, quand on démarre, je vous recommande chaudement cette solution. Vous allez simplement sur cloudpebble.net. Et vous allez voir qu'on a un système complètement en ligne qui va vous permettre de développer vos applications. Et donc ici, je vais faire Create pour créer un nouveau projet. Je vais mettre un nom à mon projet, donc Hello42. Je vais utiliser le SDK C Pebble et vous voyez que j'ai aussi l'option de faire Pebble.js dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne vous recommande pas l'utilisation de Simply.js qui est Pebble.js en moins bien. Et ensuite, vous allez choisir un template de projet. Donc un template, en fait, c'est un exemple dont vous voulez partir. Et aujourd'hui, je vais partir de l'exemple Hello World et je vais créer un projet comme ça. Hop, là, ça charge. Et là, j'ai créé ma nouvelle application et donc ça a créé automatiquement un fichier C. Et dans ce fichier C, en fait, vous allez voir que vous allez reconnaître des choses que vous connaissez déjà bien. Donc la première chose que vous connaissez déjà bien, c'est qu'il y a une fonction main. Et que cette fonction main, c'est le point d'entrée de votre application, comme n'importe quelle application que vous développeriez sur Unix. Et dans cette fonction, en fait, on va appeler 3 fonctions. Une première qui s'appelle handle_init, qui va se charger de l'initialisation de l'application. Une dernière qui s'appelle handle_d'init, qui va se charger de la déinitialisation de l'application. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la app event loop, qui est la boucle d'événements de votre application. Et donc, il faut savoir qu'une application Pebble, comme beaucoup d'applications dans des environnements graphiques, que ce soit GTK, iOS, Android ou Qt, c'est basé sur une boucle d'événements. Donc à un moment, vous préparez vos fenêtres, vous dites je veux créer une fenêtre, je veux mettre des boutons à l'intérieur, je veux mettre des labels. Et ensuite, vous allez passer la main au framework qui va juste fonctionner sur la base d'événements. L'utilisateur clique quelque part, c'est un événement. Il y a un timer qui expire, c'est un événement. Vous recevez un message du réseau, c'est un événement. Et donc, tout le développement ensuite va se faire sous forme d'événements. Donc ici, dans notre fonction d'initialisation, on va créer une window, une fenêtre. On va créer une text layer. Donc une text layer, c'est un moyen d'afficher du texte. Quand on crée n'importe quel type de layer, on va passer en paramètre un rectangle qui indique où est-ce qu'on veut l'afficher sur l'écran. Donc ici, 00, le coin en haut à gauche. 144, c'est toute la largeur. 154, c'est la hauteur. 168 moins la barre de statut qui est en haut. Et puis à l'intérieur, on va setter le texte qu'on veut afficher. Donc ici, on va dire « Hi, I'm a Pebble ». On va choisir la police de caractère qu'on veut utiliser, l'alignement qu'on veut utiliser, et puis ensuite, on va ajouter cette text layer à la fenêtre qui est à l'écran et pousser ça sur l'écran. Donc ça, je vous rappelle, c'est l'exemple Hello World que j'ai créé dans Cloud Pebble. Donc vous n'avez même pas besoin d'avoir une Pebble pour aller sur le site. Vous créez un compte et bien sûr c'est gratuit et en 2 secondes vous pourrez créer une app et avoir ce code source.
Et donc là, ensuite, pour déployer cette application sur Pebble, bah, c'est très simple. On clique sur le bouton vert là-haut. Et là, ça va sauver l'application, la compiler. Et ensuite, Cloud Pebble va se connecter en fait à ma montre qui est ici à côté de moi. Là, vous ne voyez rien, mais on va y arriver. Voilà. Et là, magie. On a bien I'm a Pebble sur l'écran. Donc là, première question, c'est peut-être que je suis en train de vous arnaquer et qu'en fait, j'avais tout préparé à l'avance. Alors, voilà. Donc là, vous avez le droit d'être sceptique. Et donc, je vais changer le message qui s'affiche. Et je vais dire Hello 42. On va essayer de ne pas crier. Voilà. Vous voulez que je change autre chose? 42, ouais, il faut mettre pas chier. Vive les poneys, ok. Allez, vive les poneys, ça me... Hop. Et donc, je reclique sur le bouton vert. Et si je rebascule sur ma Pebble, il faut attendre un petit peu quand même que le déploiement se fasse. Donc là, l'application redémarre et on a bien vive les poneys. Merci. Je suis très fort à ce tour de magie, je le fais souvent. Voilà, donc ensuite, une autre question qui vient souvent, c'est comment je fais pour débugger mon application. Et donc, ce que je peux faire ici, en fait, c'est qu'à l'intérieur de mon application, tout simplement, je peux faire printf. Je peux dire... Pourquoi c'est interdit? Il faut faire myprintf, c'est ça? Ah ouais, alors write par contre ça ne marchera pas sur Pebble. Il faut utiliser printf. Donc je vais faire les poneys ont des cornes. Hop, je vais cliquer ici. Là, je vais recompiler l'application. Ça va la redéployer sur ma montre, mais cette fois-ci, je vais rester sur Cloud Pebble pour vous montrer un autre bouton, qui est le bouton View Logs, qui va me permettre ici en fait de voir ce qui se passe sur ma montre. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là c'est moins bien. Là, vous n'êtes pas très impressionné. Donc si je lance l'application ici, ah si, c'est là. Donc là, on voit les poneys ont des cornes et il nous dit just push to Windows, c'est un autre message de debug qui était à l'intérieur. Et à chaque fois que vous quittez l'application, en fait, vous allez avoir d'autres messages qui vous indiquent que votre application a été tuée, que votre application est relancée. Donc vous avez aussi ce genre de message en bas. Donc vous pouvez utiliser cette console comme ça pour débugger. Et là, j'ai rien installé sur ma machine, cloudpebble.net, donc c'est l'environnement de développement en ligne qui est accessible pour tout le monde, qui va communiquer automatiquement avec votre Pebble. Donc comment il sait que c'est ma Pebble? C'est parce que quand vous vous loguez sur Cloud Pebble, vous allez utiliser le même login et mot de passe que vous utilisez dans l'application mobile Pebble, et c'est comme ça qu'on va faire le lien. Voilà. Donc là, vous avez vu un exemple très simple d'application. Je voulais vous montrer un exemple un tout petit peu plus compliqué. Donc je vais revenir dans ma collection de projets. Et ici, j'ai un projet qui s'appelle Swale. Et Swale, c'est un site de bateaux. C'est pour les gens qui aiment bien les bateaux. J'aime bien les bateaux. Et donc là, j'ai mon bateau qui est en train de naviguer. Et mon bateau... Attendez, c'est pas le bon, parce que j'en ai plusieurs. Alors, ça gagne bien. Je rassure tout le monde, c'est pas mon bateau en vrai que je télécommande à distance. C'est mon bateau virtuel. Donc, on va prendre ce bateau-là, en fait. Donc, ce bateau-là, vous voyez, il est parti au pôle Nord. Et là, si on regarde, en fait, il fait un cap 32 degrés et il va à une vitesse de 7,6 nœuds. Et donc, moi, j'ai trouvé ce service qui est développé par quelqu'un que je connais. Et je me suis dit, c'est super, mais j'aimerais bien avoir cette information sur ma Pebble. Parce que tout le principe des jeux de voile, c'est qu'il faut réorienter le bateau en fonction du vent. Donc, il faut savoir comment est le vent. Et donc, j'ai fait Inspect Element. Je suis allé voir là dans Network, dans l'onglet Network, quelles sont les requêtes qui sont faites.
Puis j'ai vu qu'il y a une des requêtes là qui est faite, qui est, hop, je ne sais pas si on va la voir ici. Si je change la direction du bateau, on va la voir là. C'est celle-là, je crois. Non. Ouais. Là, ah, voilà, c'est celle-là. Donc là, en fait, c'est la requête dans laquelle je dis à mon bateau dans quelle direction je veux qu'il aille, et puis je reçois des informations en réponse du serveur qui me dit voilà où est ton bateau et voilà où il va. Et donc j'ai pris ça et je me suis dit je vais faire une application Pebble pour contrôler ça. Et donc là, j'ai créé mon petit projet. Et donc là, j'ai créé en fait un nouvel écran. Et donc, ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est que dans Cloud Pebble, on peut faire son interface graphique directement avec un éditeur. Et donc là, j'ai fait un éditeur et j'ai voulu afficher 4 variables, donc le cap du bateau, sa vitesse, la direction du vent et la vitesse du vent. Donc j'ai simplement, pour faire ça, en fait, très simplement, on prend des... c'est pas très pratique parce que je ne vois pas vraiment ce que je fais, mais... On prend hop, on va dans Toolkit et puis on prend les différents éléments, donc text layer, bitmap layer pour afficher une image et puis on les glisse sur l'écran. Normalement, dans une résolution normale, ça apparaît côte à côte. Et ça, en fait, ça génère automatiquement le code qui va générer cette interface. Puis ensuite, j'ai fait un fichier JavaScript, hop, qui est ici. Et dans mon fichier JavaScript, j'ai utilisé une requête Ajax pour faire un appel au serveur, récupérer les informations. Quand les informations arrivent, quand je reçois la réponse HTTP, elle est parsée en JSON. Et donc ça appelle cette fonction. Tout ça, c'est du développement web très très classique, qui ressemble beaucoup à jQuery pour ceux qui connaissent. Et la seule chose qui est spécifique Pebble là-dedans, en fait, c'est que quand je reçois ces informations, hop, j'envoie un message à Pebble. Donc je fais pebble.sendAppMessage. Et j'envoie les informations à Pebble avec le cap, la vitesse et la direction du vent. Donc j'envoie toutes ces informations à ma Pebble. Et dans mon programme Pebble en C, j'ai une fonction ici qui est appelée à chaque fois qu'il y a un paquet de données qui est reçu, un message qui est reçu. Et là, je vais récupérer en fait les différentes variables qui sont dans le paquet que j'ai reçu. Et puis, je vais mettre à jour les instruments dans mon interface graphique pour ça. Et donc là, avec les valeurs que j'ai reçues. Et donc là, si je clique Deploy, pareil, ça va sauver, ça va compiler le projet. Donc là, il y a une partie en C et une partie en JavaScript. Donc la partie en JavaScript, elle n'est pas compilée, mais elle va être vérifiée. On va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, pas de problème comme ça. Et là, ça l'installe sur ma Pebble. Donc là, on va pouvoir voir dans les logs, en fait, les informations qui sont reçues et quelques messages de debug. Il y a une partie en JavaScript qui est sur le téléphone et une partie en C qui est sur la Pebble. J'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Il y a une partie en JavaScript sur le téléphone et une partie en C sur la montre. Et donc ici, on a les informations qui apparaissent avec le cap, etc. Et ça se met à jour toutes les 2 secondes. Donc si je retourne en fait dans l'interface là et que je change, on va fermer ça, c'est pas très pratique. Et qu'au lieu d'aller dans cette direction-là, je fais demi-tour et je me mets complètement face au vent, où en fait je ne vais plus avancer. Hein. Principe de base de la voile, face au vent, le bateau n'avance pas. Donc là, vous allez voir que la vitesse va se mettre à jour dans l'interface. Et en fait, si je bascule sur l'affichage de ma Pebble, hop, vous voyez que le cap a changé. Maintenant, je pointe au 185 et ma vitesse est quasiment nulle. Je suis presque à 0. Voilà, donc là, vous avez l'exemple de comment je fais une application qui se connecte à un web service sur Internet, récupère des informations et les affiche sur l'écran de la Pebble. Et bon, j'avoue, j'ai un petit peu d'expérience, mais ça m'a pris moins d'1 heure à bricoler cet après-midi. Voilà. Donc, sur ce, je vais très rapidement finir. Donc, comment activer la connexion développeur, je vous ai montré. Cloud Pebble, vous avez vu. Faire votre première application, vous avez vu. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir que le site web pour les développeurs, c'est developer.getpebble.com. Vous allez retrouver des tutoriaux qui expliquent en détail comment faire une application en C, comment rajouter du JavaScript, comment faire des requêtes Ajax, comment transférer l'information que vous aurez reçue vers le téléphone. On a un tutoriel en 3 parties qui va vous montrer comment récupérer des informations météo et l'afficher sur la montre. Vous verrez aussi comment utiliser des images, si c'est ce qui vous intéresse, comment utiliser d'autres polices de caractères. Tout ça, c'est décrit dans les tutoriaux. Puis ensuite, vous avez bien sûr la doc complète de l'API Pebble.
Sur GitHub, sur le compte Pebble, vous allez retrouver énormément d'exemples. Et on a un compte PebbleAxe sur lequel on a aussi des exemples, mais qui sont moins bien finis, on va dire. Donc quand on a des trucs sympas qu'on a bricolés, on va les poster sur PebbleAxe. Donc si vous voulez par exemple faire une application qui affiche un chat différent récupéré d'Internet à chaque fois que vous secouez le poignet, c'est possible, ça existe sur PebbleAxe. Et puis sur Stack Overflow, si vous cherchez Pebble, il y a énormément il y a une grosse communauté aussi, avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et si vous postez des questions, en général, vous avez une réponse en quelques heures. Voilà, je vous invite à suivre moi, Sarfata, sur Twitter, Pebble Dev, si vous voulez suivre les news Pebble. Et puis, on va terminer cette première partie de la présentation. Et maintenant, on va laisser la parole à des gens de la communauté qui ont développé des applications Pebble et qui, sur le principe des Lightning Talks, donc à peu près 5 minutes chacun, vont venir nous parler de ce qu'ils ont fait. Alors, bonne question, c'est quand est-ce qu'on fait les questions? Donc, on va faire 5 minutes de questions tout de suite, je pense. Alors, comment se situe Pebble par rapport aux autres mondes connectés? Alors aujourd'hui, Pebble se situe comme une montre qui est disponible depuis un moment. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Pebble sur le marché que d'Apple Watch, par exemple. Il y a même plus de Pebble que de montres Android Wear aujourd'hui disponibles et portées par les gens. Ensuite, en termes d'approche, comme j'ai dit tout à l'heure, Pebble, elle se différencie par son écran, par sa batterie, par sa taille aussi. Et donc, c'est juste un choix différent. Aujourd'hui, il y a différentes approches possibles dans le domaine des montres connectées. Il y a beaucoup de gens qui font des expériences. Nous, on a choisi une certaine voie et on voit que les utilisateurs nous suivent, continuent à acheter des Pebble, continuent à surtout aimer leur Pebble et continuer à la porter au quotidien, ce qui est pour nous le plus important. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se différencie des autres montres. C'est pas si gadget que ça, c'est comme ça. C'est un peu provocateur. Je vais vous laisser juger. Est-ce que c'est gadget ou pas? Ouais. Est-ce que Pebble a moyen justement de savoir quels sont les noms d'utilisateurs qui portent et utilisent vraiment leur Pebble? Oui, absolument. Oui. Oui, on a des... Pourcentage par rapport... Alors, ce n'est pas un chiffre qu'on communique, mais c'est un chiffre qu'on suit de très près. Oui. Oui, malheureusement, il va falloir me croire sur parole. Oui? Non, non. Alors Pebble n'est pas designé pour être user serviceable. Comment on traduit ça en anglais, en français en plus? Je l'ai traduit en français pour le manuel utilisateur. Je me souviens plus, mais Pebble n'est pas faite pour être ouverte. Donc le jour où la batterie est morte, malheureusement votre Pebble sera morte. Oui. Ah pardon, excusez-moi. Je vais... On a parlé de la batterie de la Pebble, donc ça tient 6 ou 7 jours, mais elle est constamment connectée au téléphone. Du coup, est-ce que ça mange beaucoup de batterie sur le téléphone ou... Alors c'est une excellente question. On a fait une présentation durant notre conférence annuelle pour les développeurs qui a eu lieu en septembre aux États-Unis, dans laquelle on a parlé que de batterie pendant 1h30 et on a donné plein de chiffres aux développeurs. Par exemple, si vous gardez le rétroéclairage allumé en permanence, la Pebble sera morte au bout de 4 heures. Si vous utilisez la vibration en permanence, je crois que c'est 12 heures. Alors moi, je pensais que ça aurait été l'inverse, mais on a fait beaucoup de tests et on s'est aperçu de ça. Donc, oui, ce que fait l'application va avoir un impact sur la durée de vie, mais si votre application est bien faite et respecte les consignes qu'on donne dans nos guides, etc., sur le site, vous aurez les 6-7 jours de batterie. En fait, je parlais surtout de la batterie du téléphone. Ah, la batterie du téléphone, pardon. Donc, sur la batterie du téléphone, on a fait des tests aussi, et il y a des journalistes qui l'ont fait aussi. On arrivait tous à peu près au même résultat, de 5% de différence à peu près. Okay. Oui. Un peu la même question. Niveau BLE, ça se passe comment pour Android? Parce que j'ai cru comprendre que c'est activé sur iOS, mais pas sur Android. Oui, alors donc la question c'est BLE, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4. Donc en fait sur iOS on utilise BLE uniquement pour récupérer les notifications du téléphone, parce que c'est le seul moyen qu'Apple nous donne pour accéder aux notifications du téléphone. Donc sur iOS on l'utilise pour ça, mais la communication entre l'application Pebble et la Pebble pour ce qui est installation d'applications, mise à jour de firmware, etc., ça passe toujours par Bluetooth classique. Sur Android, les notifications aujourd'hui, elles passent encore par Bluetooth classique. Donc, on n'utilise pas BLE sur Android.
Pourquoi et est-ce que ça va arriver? Pourquoi? Parce qu'en fait, le service qui nous permet de récupérer les notifications, qui s'appelle ANCS, c'est un service propriétaire Apple, qui est un service BLE, et donc on l'utilise parce que c'est le seul moyen que met Apple à notre disposition. Mais comme c'est un format propriétaire Apple, en fait, c'est pas quelque chose que Android propose, et donc en fait, on n'a aucune raison de l'utiliser sur Android. Mais il y a un framework Android pour se connecter en BLE à n'importe quel device. Et pourquoi c'est pas utilisé de manière... D'accord. Donc en fait, la question, Voilà, la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on bascule pas tout en BLE sur Android plutôt que de continuer à utiliser Bluetooth La classique. partie installation d'application, ça serait trop limitant parce qu'on a Ouais, trop faible. Mais pour le reste, pour la connexion permanente, ça serait tout bénef. Eh ben, pas tant que Vu ça. En l'extérieur. fait, c'est pas tout bénef parce que le support BLE sur Android, il est encore assez cataclysmique. Donc c'est supporté depuis 4.3. C'est Même très en variable 4.4, en c'est fonction pas des encore stable. téléphones. Et donc aujourd'hui, nous, on a choisi de ne pas l'utiliser pour l'instant. Il n'y a pas une énorme différence en termes de batterie dans les tests que nous, on a fait. Donc c'est pas... Quand on parle de Bluetooth et de Bluetooth Low Energy, les gens ont l'impression qu'on les vole sur Android parce qu'ils n'ont pas accès à Bluetooth Low Energy. En fait, c'est des termes très marketing. En pratique, quand on envoie les mêmes volumes de données, la consommation, elle est à peu près la même. C'est juste que Bluetooth Low Energy, c'est fait pour pouvoir être utilisé par des devices qui ont une pile montre et qui vont tourner pendant 1 an sur leur pile montre sans écran, etc. Dans le cas de Pebble ou des accessoires comme Pebble qui ont quand même un peu plus de batterie que ça, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Elle est très faible. Oui? Du coup, avant, vous disiez que les montres qui avaient la batterie qui était morte, la montre était morte tout simplement. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au reconditionnement, les montres que vous vendez? Donc la question c'est si les batteries sont mortes au bout d'une certaine période, qu'est-ce qui se passe pour les montres reconditionnées? Donc les montres reconditionnées, elles sont testées pour vérifier que la batterie elle est encore en bonne condition et que vous aurez 1 an de garantie. Donc si au bout d'1 an vous constatez un gros problème de batterie, vous avez plus que 2 jours de batterie avec votre Pebble, c'est une condition de remplacement et on vous remplacera votre Pebble. D'accord, donc en gros c'est juste vérifier, la montre n'a pas été ouverte quand vous l'avez reçue de nouveau du client. C'est des montres qui sont renvoyées immédiatement. En fait. Ce pas des montres qui ont été portées par les clients pendant 2 mois et qui ont été ensuite retournées. Donc elles sont comme neuves. Elles ne sont pas dans des boîtes parce qu'en fait, quand je les ramène des États-Unis dans ma valise, si j'amène des boîtes, je peux en amener encore beaucoup moins. Voilà. Et j'avais une autre question. Je ne sais plus si vous l'aviez dit, il me semble qu'elles sont étanches, c'est ça? Oui, pardon, j'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, Pebble est étanche, jusqu'à 50 mètres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les ouvrir, je crois avoir... Oui, c'est une des raisons. Oui. C'est qu'en fait, déjà, en fait, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de moyen facile de l'ouvrir. Et puis aussi, vous risqueriez de ne pas remettre en place l'étanchéité. Ça passe très bien en machine. Et ça passe très bien en machine, tu as testé, Charles? Bien avec les 65 degrés, avec un bon essorage à 1200 tours. Merci, Charles. Oui, monsieur? Je vais prendre encore 2 questions, donc celle-là et une autre, et ensuite on va faire les Lightning Talks, mais ensuite on pourra faire beaucoup plus de questions-réponses en mangeant la galette. Je m'intéresse aux watch faces. Je vois que sur Apple Watch, Apple décourage la création de watch face. Il veut contrôler ça pour le moment. Et maintenant, Android, ils sont en train de migrer les watch face dans un coin plus restrictif. Je vois pour Pebble que vous avez le watch face, une catégorie watch face. C'est possible par contre de créer des watch face comme des apps propres. Est-ce qu'il y a des guidelines là-dessus ou est-ce qu'on est forcé de... Parce que dans la catégorie suivant le design guide, il n'y a pas de manière d'interactivité dans la section watch face. Donc, est-ce que c'est possible de développer des watch face interactifs dans la catégorie apps? Alors c'est une très bonne question. Je vais montrer la Pebble pour que tout le monde comprenne la question. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous regardez une Pebble, quand vous l'installez, quand vous l'ouvrez, en fait, les watch face, elles apparaissent dans ce menu principal dans lequel je vais naviguer avec les boutons haut et bas. Et en fait, toutes ces watch face donc, vont m'afficher l'heure d'une manière différente. Et si je veux lancer une application, je vais cliquer sur le bouton central à droite. Et dans le menu, je vais descendre et là, j'ai ma liste d'applications. Là, j'ai Navme, j'ai le Hello World qu'on a fait, Swale, l'application de bateau et le Hello 42. Et donc, en fait, ce que dit monsieur et ce qui est juste, c'est que dans les applications qui sont ici, comme Navme ou d'autres,
je vais pouvoir utiliser les boutons de la Pebble. Bon là, ils font rien, mais en fait, je vais pouvoir utiliser les boutons de la Pebble pour naviguer à l'intérieur de l'application, pour aller dans des menus, pour saisir de l'information. Quand je suis sur une watch face, en fait, je n'ai pas accès à ces boutons parce que les boutons haut et bas, ils servent à passer d'une watch face à une autre, et le bouton central, il sert à rentrer dans le menu. Et donc, en fait, la grosse différence entre les watch face et les applications sur Pebble, c'est que les watch face ne peuvent pas accéder aux boutons. Donc, quand vous développez une watch face, vous n'avez pas le droit d'utiliser les boutons. Enfin, vous pouvez appeler les API pour le faire, mais il ne se passera rien. Par contre, si vous voulez utiliser les boutons, vous faites une application et à ce moment-là, vous avez accès aux boutons. Et donc, en fait, c'est la seule différence qu'il y a entre les watch face et les applications. Ce n'est pas une différence technique, c'est plutôt une différence ergonomique. On a choisi d'avoir ces deux types d'applications et de faire cette distinction. D'un point de vue développement, c'est exactement les mêmes outils qui sont mis à disposition. Et en tant que développeur, vous avez quand même des moyens d'interagir avec l'utilisateur parce que vous avez quand même accès au compas, à l'accéléromètre, aux messages Bluetooth, etc. Si on veut créer des watch face interactifs, on peut toujours venir créer un compte parce que... Alors, si vous voulez créer des watch face interactifs, donc la question, vous pouvez très bien créer une application qui ressemble à une watch face, qui va donner l'heure, etc. Et l'utilisateur devra cliquer. Là, par exemple, si j'affichais l'heure à la place de Vive les poneys, je pourrais avoir ça. Par contre, l'utilisateur ne pourra pas passer d'une watch face à l'autre en appuyant sur les boutons haut et bas. Donc, ce n'est pas tout à fait aussi pratique pour certains utilisateurs. Mais il y a des watch face qui font ça. Il y en a plusieurs. Si vous prenez Pebble Cards, qui est une watch face très connue, qui affiche le temps de trajet jusqu'à la maison, la météo, etc. Non, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais il y a des watch face qui font ça. Je pourrais vous en retrouver. Glance, voilà, Glance fait ça. Glance propose de répondre aux SMS, par exemple. Donc là, ils avaient besoin d'avoir les interactions. Alors, une dernière question avant les Lightning Talks. Oui ? Alors, Philippe demande à quand une Pebble 2. Donc, on a déjà Pebble, on a déjà Pebble Steel. Et aujourd'hui, c'est le CES. Et malheureusement, je n'ai rien à t'annoncer tout de suite maintenant. Non, très sérieusement, on est quand même très concentré sur le software. Pebble classique, donc elle est sortie il y a un moment maintenant, mais on a fait énormément de progrès rien qu'en faisant des évolutions software. Donc aujourd'hui, on est plutôt concentré sur le software et tirer le meilleur parti de Pebble avec le soft. Rien que dans les 6 derniers mois, on a lancé le support du multilangue, le support de l'accéléromètre en tâche de fond pour faire les trackers d'activité comme Jawbone. On a lancé le compas, qui n'était pas une API qui existait au départ. Donc aujourd'hui, on est vraiment concentré sur rajouter des fonctionnalités à la Pebble existante sans demander aux utilisateurs de redépenser de l'argent. Voilà. Maintenant, bien sûr, on a des labos hardware et des ingénieurs qui travaillent sur d'autres montres, mais rien pour l'instant. Merci à tous. Je vais passer la parole à Témine, qui sera notre premier présentateur. Donc moi c'est Témine, je suis chef de projet senior chez Appidium, qui est une agence qui fait des applications mobiles. Et je suis venu avec Antoine, qui est notre brutasse du code. Voilà, donc développeur senior chez nous aussi. Alors. Ouais. En fait, c'est en deux parties. Il y a une partie côté application, donc là c'est un iPhone, mais c'est aussi sur Android. Et ensuite, donc je vous montrerai ce que ça donne sur Pebble. Donc là, on est sur l'écran de recherche d'itinéraire. Et par exemple, donc, là, j'ai préparé quelques trajets avant. Donc on va prendre le dernier. Donc c'est Eurotéléport vers Gare-Villefranche. Tac. Voilà, donc en gros, ça lance la feuille de route. Et donc nous, on détecte si on a une Pebble connectée et l'application pour le transporteur sur la Pebble. Là, je vais mettre oui. Et s'il te plaît. Ouais. Parfait. Vous voyez quelque chose ? Encore un peu si c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Ok, super. Donc modulo quelques glitches. Donc en fait on retrouve le contenu en très simplifié qu'on a sur l'iPhone.
Donc très rapidement, donc ça donne à peu près ça. Voilà. Donc en fait, vous avez l'information principale. Donc la ligne que vous allez prendre à tel arrêt, en telle direction, dans tant de temps. Donc c'est ça l'information importante. En fait, là, vous avez juste un timer donc, qui va décompter. Et voilà, donc dans 26 minutes, on va pouvoir prendre le tram. Après, j'ai pas pu vous montrer d'exemple, mais donc sur une feuille de route, potentiellement, vous allez avoir plusieurs lignes à prendre. Donc par exemple le tram, ensuite un bus. Donc en fait, on l'a symbolisé, vous voyez à gauche, là, il y a un petit rond. Donc s'il y a deux lignes, par exemple, donc vous allez avoir deux ronds. Donc vous pouvez ensuite naviguer dans l'application avec les boutons up and down, du coup. Voilà. Donc je laisse la parole à Antoine pour la partie plus technique. Bonsoir. Alors pour parler de cette appli, donc globalement l'appli sur Pebble est faite en C, l'appli sur iOS est donc faite en Objective-C. Ce que je peux vous dire en tant que personne qui a expérimenté un petit peu, sachant qu'on a commencé l'appli Pebble, on a fait la première version en mai sur le premier SDK, donc qui a un peu changé depuis. Il y a pas mal de choses qui marchent mieux. Parce que nous on est parti de rien juste avec la documentation et comme tout nouvel appareil et nouveau SDK, nouvelle façon de faire, ça peut être un peu compliqué au début. Si vous voulez développer une appli Pebble, je vous conseille fortement de passer par le Pebble Cloud, par Cloud Pebble qui est vraiment pratique je trouve. Et donc dans cette appli, ce qui est important en fait de se rappeler quand on développe une appli Pebble, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, comme il a été dit tout à l'heure, la RAM qui est pas très très grande et il faut penser que le code que vous envoyez compte dans la RAM utilisée. Donc si plus vous faites une grosse appli en code et moins vous aurez de RAM disponible. Et la chose que qui a été le plus contraignant pour nous et qui nous a un peu forcé à penser l'application pour ça, c'est la communication. Quand on envoie des messages à la Pebble et quand on les reçoit, on parle en octets. On parle même pas en kilo-octets. Donc c'est vraiment des petites informations, des petits dictionnaires clés-valeurs. Et donc par exemple, nous ce qu'on a fait pour envoyer, donc là on n'a qu'un seul arrêt, mais si on avait plusieurs trajets, enfin un seul trajet mais avec plusieurs lignes, on envoie chaque ligne une par une et on n'affiche pas sur la montre tant qu'on n'a pas reçu. Par exemple, on dit au début, la montre, on va commencer un trajet en 5 étapes. Et après on dit, voilà l'étape 1, voilà l'étape 2, voilà l'étape 3. Une fois qu'on a les 5 étapes, en vrai c'est pratiquement instantané. Mais une fois qu'on a les 5 étapes, on peut tout afficher. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez peut-être venir nous parler après. Moi je vais partir assez vite parce que je dois partir. Mais Téline sera peut-être encore un peu là. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment vous pouvez assez vite expérimenter sur la Pebble avec si vous faites une interface assez simple. C'est pas trop compliqué. Le fait que l'écran soit petit en noir et blanc, ça impose des contraintes, mais ça fait aussi qu'on peut pas faire non plus des choses qui vont prendre 6 mois à développer. Donc nous on dit qu'on bosse dessus depuis mai, mais on l'a fait en mai, on a rebossé dessus récemment. Il y a pas mal de temps où on n'a pas forcément travaillé dessus. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire vraiment intéressant. N'hésitez pas à nous demander nos contacts si vous avez plus de questions. Je crois vu qu'on a que 5 minutes, on essaye d'aller assez vite. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question tout de suite pour eux puisque... Ouais. Vous, en général, vous dites que vous conseillez de travailler sur le cloud Pebble. Ouais. Mais d'un point de vue commercial, est-ce que c'est vraiment futé de donner les sources d'un programme sur un cloud ou avec ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je vais répéter la question, comme ça elle sera dans la vidéo. Donc la question c'est, vous recommandez d'utiliser Cloud Pebble, mais est-ce que c'est vraiment futé d'uploader son code source sur une plateforme cloud où on ne sait pas vraiment ce que Pebble va faire avec votre code source? Alors moi ce que je peux te répondre, c'est que on va dire que nous on a fait confiance. En fait, j'ai commencé l'appli en ligne, sur mon Mac. Dans un éditeur de texte et en buildant en ligne de commande, sauf que bon, il y a aucune auto-complétion, il n'y a aucune doc, parce qu'il n'y a pas d'IDE, donc c'était quand même vachement plus simple sur le site. Et après, là c'est encore un proto, c'est pas très gros, il n'y a pas non plus beaucoup de code, donc effectivement notre appli iOS, l'appli iOS qui est derrière, qui est beaucoup plus grosse, on la mettra pas sur le net. Là c'est pas
assez critique pour nous pour se poser la question. Effectivement, si l'application Pebble représente la plupart de ton activité, je pense qu'il faut peut-être y réfléchir. Après, de toute façon, tout est un peu sur Internet maintenant. Alors, je vais quand même faire une réponse Pebble officielle. On a un document qui s'appelle Privacy Policy, donc notre politique de confidentialité, qui est quelque chose de très très sérieux aux États-Unis, on rigole pas avec ça, et dans lequel on décrit qu'est-ce qu'on se donne le droit de faire ou pas avec ton code source. Et avec ton code source, on se donne le droit de rien faire du tout, c'est ton code source, il t'appartient, et il n'est pas question que nous on le prenne pour en faire quoi que ce soit. Voilà, donc juste pour être très très clair là-dessus. Et on n'en a pas parlé, mais si vous voulez sauvegarder votre code, vous pouvez soit le télécharger sous forme de fichier zip, soit le synchroniser avec un projet GitHub, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc ça permet d'avoir le projet sur GitHub, et vous pouvez aussi passer de GitHub à CloudPebble et vice-versa. Une autre question pour eux? Non? Merci beaucoup. Donc c'était l'équipe de choc d'Applidium. Bravo les gars. Alors, présentation suivante. Hop. Renaud Cazula. Je te laisse le micro. Merci. Hop. Et... C'est un peu compliqué parce qu'il va falloir avoir toutes mes mains. Alors par contre, j'ai débranché ça. On va essayer de s'en sortir quand même. Je m'appelle Renaud, je travaille chez... Je suis en fait senior développeur. Evangelist, c'est une compagnie concurrente de votre sponsor. Tu veux que je te mette ça dans la poche? Ouais, remarque, je vais bien, ouais. Dans la poche. Et comme je suis... Ça marche, ouais. Comme je suis développeur de nature, j'aime bien développer avec la Pebble et aussi avec Apple. Donc, j'aime toujours les fruits. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec Pebble, avec Swift. Vous avez peut-être entendu parler de Swift, qui est quelque chose de vraiment sympa. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une application un peu bourrin. On va essayer de faire un truc de surveillance automatique, style babyphone ou espion. Donc, on va servir de la caméra du téléphone, détecter les mouvements, éventuellement avec aussi l'audio, et puis balancer une photo sur la Pebble avec un bzz bzz. Comme ça, voilà, si notre enfant se réveille, si quelqu'un essaye de voler notre chat, on sera au courant. Voilà, donc, on va commencer par l'application qui a à peu près cette tête-là. Voilà, alors ce que je vais essayer même de la renverser si je peux. Voilà. Donc là, on va voir si on peut... Donc voilà, une interface assez classique. On va voir l'audio. Si je la fais glisser comme ça, je ne peux pas la faire glisser plus. Donc on a l'audio à gauche, là, comme ça on a le niveau. On a ce qui est en train d'être filmé par la Pebble. Donc on prend les trames, on les... Voilà, alors la Pebble, elle est même pas en niveau de gris, elle est en monochrome. Donc il faut transformer la photo en niveau de gris et après faire des petits trucs sympas, correction d'erreurs, des choses comme ça. Enfin, propagation d'erreurs, c'est du Fotzenberg. Il y a un petit mode nuit aussi, qu'on ne voit pas trop là, mais qui est bien en boostant un petit peu l'histogramme de luminance, des trucs rigolos. Et puis, donc maintenant, là, je vais repasser sur la Pebble. Ce sera plus démonstratif. Alors, ouais, comme ça. Donc voilà, alors là, un avantage aussi du toolkit qu'on n'a pas parlé, c'est que quand on lance une application iOS, et j'imagine Android c'est pareil, on peut dire à la Pebble, lance telle application sur la Pebble. Donc c'est une application en compagnon et ça c'est pratique parce que je lance mon application sur mon téléphone et tout de suite je me dis, je veux que ça apparaisse sur la Pebble, quoi. Donc c'est pour ça que là il y a un écran, c'est-à-dire que si je quitte, voilà, on va voir la Pebble. Donc ça aussi, ça c'est un exemple de face que j'ai développé au début. Donc je lance mon application et
automatiquement voilà, chez Pebble. Donc j'ai un petit bouton qui permet d'envoyer. Bon, là on ne voit pas grand-chose. Je vais essayer de vous prendre en photo. Alors, vous allez voir que c'est... Voilà. Donc là, j'ai un bouton de test pour envoyer la photo. Donc là, on va voir des démos de visu. Et il y a un mode automatique qui va, dès qu'on passe la caméra, ça envoie la photo sur la Pebble. Donc on parlait de kilooctets, on parlait de mémoire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est surveillé. Donc bon, j'ai eu du mal quand même. Hein. J'ai eu du mal pour tout ce qui est bitmap envoyé comme ça, en Bluetooth. Par chunk, il ne faut pas les perdre, il faut les remettre dans l'ordre des fois. Donc une image, ça coûte, on ne peut pas la compresser parce qu'une image en monochrome avec la propagation d'erreurs comme ça, c'est déjà une entropie assez faible. Donc il y a plein de trucs qui ont été sympas à voir. Donc, ah oui, il y a une autre petite... une autre petite... Voilà. Voilà, on voit quelque chose là, non, je sais pas, on voit pas grand chose. Donc là par exemple, je vous prends en photo et plaf, vous êtes apparu sur ma Pebble là. Non mais il y a 128 kilo-octets, mais non mais là je l'ai pris trop vite. Bon, voilà, on va essayer. Alors il y a aussi un truc qui pète bien, c'est que on a à gauche, ouais. Non mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de Bluetooth là. Parce que elle est pas reconnectée. Ouais, mais c'est les effets démo toujours. Ouais. Donc dans les fonctionnalités comme ça, on peut, je vais la relancer, on peut... voilà, ça sera mieux comme ça. Là. On peut détecter si on est connecté à la... Donc on affiche dans l'interface en général voilà. On peut afficher dans l'interface qu'on est connecté pour avertir l'utilisateur, oui, vous êtes bien sur votre... vous êtes connecté à Pebble, donc ça va marcher. Et puis là, si... alors, je vais... Ouais, bon, on va pas changer parce que c'est pénible, mais du coup, je mets comme ça, et puis j'appuie sur un bouton de la Pebble, et là, du coup, je vous ai pris en photo. Donc on peut télécommander, renvoyer un message dans l'autre sens, et dire, voilà, là, je sais que quelqu'un est en train de passer, et j'appuie sur ma montre, et hop, comme ça, j'ai pris une photo sur mon téléphone, et qui va être en bonne qualité. Quoi. Le téléphone par la montre. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qu'on ne voit pas forcément à première vue, c'est qu'on a une communication aussi bidirectionnelle entre le téléphone et la montre. Donc je dirais qu'avec une image envoyée à peu près en 1 seconde, une image par seconde en framerate, et en n'économisant pas la batterie. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question pour Renaud? C'était assez long quand même parce que a fallu que je développe à la fois que je découvre le SDK sur Pebble, qui n'était pas si simple que ça, donc, et j'ai laissé tomber pendant un moment, et je l'ai repris quand je suis repassé à Swift. Donc du coup, et Swift c'est pareil, il a fallu que je me retape tous les SDK. Alors le passage, l'encapsulation du framework Pebble a été relativement simple, mais il fallait que je me cogne tous les SDK sur iOS plutôt, tout ce qui est caméra, etc. Et ça, c'était un peu compliqué au début. Donc c'est quelque chose que je fais en tâche de fond régulièrement. Quoi. Mais là, je pense que justement, je voulais discuter un petit peu du MFI parce qu'elle est quasiment prête là. Donc, voilà. Ça marche, merci beaucoup. Alors Renaud, il a parlé de Floyd Steinberg et de transmission d'images et de compression d'images bitmap. Effectivement, c'est déjà des concepts assez avancés sur Pebble. Et donc si ça vous intéresse, venez m'en parler. On en a aussi un peu parlé dans la
conférence développeurs cette année. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent vite devenir très compliqués et qui vous amènent à relire des papiers des années 80 sur comment on faisait des démos à l'époque et les fameux démos des années 80 en mode je manipule les pixels un par un, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup Renaud, très belle application. Alors, maintenant, on a Tristan de Chanterac qui va nous parler du Connected Challenge. Tristan, où es-tu? Tristan, je ne le connais pas encore non plus. Pas en vrai, en tout cas. Eh non. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Tristan, je suis accompagné de Mathieu. On bosse dans une startup qui s'appelle Agorize. On est 23 aujourd'hui. Et Agorize, en fait, on édite des plateformes de challenge en ligne, de challenge d'innovation en ligne. Et on a créé, en fait, on a eu l'idée avec 42 il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois, d'organiser un challenge en ligne autour des objets connectés sur notre plateforme, donc faite pour les développeurs informatiques qui s'appelle Hackateam. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On avait organisé l'an dernier le Hack for France, Hackateam. On a organisé aujourd'hui une dizaine de hackathons, on fédère 3000 développeurs dans le monde entier. On va vous expliquer pourquoi. Donc, simplement, le Connected Challenge aujourd'hui, c'est un hackathon donc, en ligne autour des objets connectés. L'idée, c'est de fédérer des développeurs, des startups, des grands comptes et des médias IT et des écoles, notamment 42. On est très heureux de bosser avec Stack Overflow, avec 42. Donc voilà, on est ici pour vous présenter le challenge. Digitas LBI, PayPal qui met à disposition son API et Canal TP, qui est donc une filiale de Keolis qui travaille dans le transport et qui met aussi à disposition son API. Ça, c'est pas intéressant, on s'en fout. On peut passer. Simplement, voilà, je voulais vous expliquer. Donc, on arrive à fédérer aujourd'hui 3000 développeurs dans le monde entier, notamment parce qu'on bosse sur du online. Donc, en fait, j'imagine que vous êtes sursollicités pour les hackathons, notamment physique, 48 heures. Enfin, on connaît tous le format. On a décidé en fait de casser ces codes et ces barrières, et donc on travaille sur du online. J'ai créé cette espèce de schéma, je ne sais pas si vous comprenez. L'idée concrètement, en fait, c'est de fédérer donc, des développeurs, des écoles d'informatique et des communautés. Donc on travaille avec Stack, on est super contents. Ensuite, il y a des grands comptes et des startups qui vont mettre à disposition leur API. Donc je vous les ai cités, les 3 comptes en question, c'est PayPal, Canal TP et Digitas LBI. Et 10 API de startups, dont Paypal. Donc on est super content de bosser avec vous aussi. Et l'idée, en fait, c'est de mixer ces API et de les rendre, en fait, de créer des applications des applications fonctionnelles, pardon. De faire parler entre elles les API et de créer des applications fonctionnelles. Et en gros, vous m'entendez ou pas? Du coup, sans micro, ouais. Pour la vidéo, je crois. Ça parle? Vous m'entendez? Ah, ok. Du coup, on a créé ce hackathon en 4 étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape où, en fait, c'est l'étape actuelle. Donc, vous allez vous inscrire online, donc en équipe de compétences complémentaires. Donc, c'est assez ouvert. Vous allez juste créer votre petit profil et soit rejoindre une équipe déjà créée. Par exemple, vous êtes développeur à 42. Il y a un mec de SC, d'école de commerce qui a une bonne idée, vous souhaitez développer son application, vous pouvez le faire en équipe, ou vous pouvez tout simplement créer votre équipe et inviter des profils complémentaires à rejoindre votre team. En fait, on organise en deuxième étape un démo day, donc qui aura lieu le 15 janvier ici même, donc c'est jeudi prochain, où en fait on va créer une marketplace avec l'ensemble des startups, des partenaires, qui vont venir en fait avec des experts, présenter leurs concepts, leurs produits. Vous allez pouvoir directement tester vos applis sur leurs objets et éventuellement, pour les meilleures équipes, repartir avec des objets pour, pendant la 3e étape, développer des applications et les tester directement, notamment sur Pebble ou sur d'autres objets à dispo. Et enfin, la 4e étape, c'est une remise des prix où on invite l'ensemble des partenaires, les étudiants, les participants, et il y a 20 000 € de lots à gagner, donc ça peut être intéressant. Il y a des voyages, il y a WeThings qui met à dispo des objets connectés, il y a bien sûr Pebble, enfin, il y a plein de lots assez sympas à gagner. Ouais, donc pour vous redonner juste une idée du planning, donc la phase d'inscription elle est toujours ouverte, donc allez-y, donc sur hackateam.com, vous pouvez vous inscrire, rejoindre une équipe, créer votre équipe. C'est comme vous le sentez. Jeudi prochain, on se retrouve tous ici avec l'ensemble des partenaires, les startups, pour échanger, recevoir du feedback et recevoir éventuellement votre objet.
Et ensuite, vous aurez une dernière phase donc, de prototypage. Donc c'est entre le 16 janvier et le 15 février, où vous pourrez vraiment approfondir votre projet et développer une application fonctionnelle. Et ensuite, sur la phase de prototypage, en fait, on a des coachs à disposition. Donc, sur la plateforme, directement, il y a des experts Pebble, des experts WeThings, Deezer, etc., qui sont là pour répondre à vos questions directement en live. Donc c'est un dispositif assez cool. Et enfin, donc on vous a mis les différentes API à dispo, donc plus celles de PayPal, Digitas et Canal TP. Il y a Deezer, Ironova, peut-être vous les connaissez, c'est un bracelet connecté du type Jawbone. Les opt-in ventes, c'est les Google Glass à la française, donc assez sympa. Citizen Data, ils font du textile connecté, donc pas mal de choses intéressantes aussi. Pebble, Sphero, vous les connaissez peut-être aussi, c'est une boule qui roule, une espèce de drone assez sympa. iSketchnote, c'est un iPad où en fait, vous pouvez écrire directement sur papier, ça numérise votre écriture sur iPad. WeThings, ils mettent l'API des balances connectées et du Pulse à dispo. Et MyFox, ils font tout ce qui est domotique autour de la Smart Home. Voilà, et on voulait vous parler aussi d'un autre projet qui nous tient à cœur. L'année dernière, on avait fait un Hack for France. Donc, on avait mis à disposition en fait 15 API françaises, à la fois grands comptes et de start-up, dans le cadre d'un hackathon. On a eu 114 équipes, on avait fait la finale au ministère de l'économie, ça avait très très bien marché. Et cette année, sachez qu'on lance début mars un Hack for Europe, donc sur 10 pays européens en même temps, avec Stack Overflow notamment, des belles boîtes comme HP, Deezer qui nous suivent encore. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site et on vous enverra des updates dès qu'on en a. Voilà, merci beaucoup. Merci.